Le 25 octobre 1967, il faut quitter la Nouvelle-Calédonie. C'est à peine si j'ai eu le temps d'envoyer les cartes postales promises et je n'ai pris que quelques photos. Mais je reviendrai, c'est prévu et j'en suis très heureux. 3 jours se sont écoulés et nous attendons, ce 28 octobre 1967, apparemment loin de tout rivage, nous attendons la venue du pilote australien qui doit nous guider vers les mers indonésiennes, à travers les hauts fonds, les îlots et les bancs de sable du détroit de Torres. Les eaux sont calmes, mais le petit bateau de bois qui vient à notre rencontre roule bord sur bord. Il arbore le pavillon indiquant que le pilote est à bord. Dès sa venue en passerelle, nous entreprenons le franchissement du passage entre la pointe nord de l'Australie et le sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'assiste à l'intégralité du transit sur le pont, d'où j'observe les langues de terre qui jalonnent le chenal, mais aussi depuis l'abri de navigation, ou encore depuis le CO, pour y recueillir quelques informations sur l'itinéraire que nous suivons. Dans les jours qui suivent cet étonnant et dangereux parcours, nous naviguons en mer de Timor, puis, après avoir longé les côtes nord de la Grande Île, nous entrons en mer de Banda, par le détroit à l'ouest de Vétar. Viennent ensuite les mers intérieures comme celle de Flores, puis de Bali. Entre cette île et Lombok, nous faisons une incursion dans l'océan Indien pour y effectuer un tir d'entraînement. Par le même passage, nous reprenons notre route vers la mer de Java et l'île qui lui a donné son nom. Notre destination finale est Jakarta. Nous devons y faire une courte escale. Tout au long de ce périple indonésien, nous naviguons en vue de terre, dans des eaux totalement plates, parfois boueuses, mais plus souvent bleues, sous le soleil éclatant. Des brumes de chaleur se forment localement, dans la journée, sans vraiment gêner la visibilité. Des voiliers de construction traditionnels font du cabotage interinsulaire et de nombreuses embarcations de pêche encombrent les parages. Aux centrales opérations, notre principale charge est de signaler au plus tôt les éléments les plus dangereux de cette batellerie en bois aux capacités de manœuvre réduites. Seuls les CPA de moins d'un nautique sont communiqués. Encore faut-il corréler ces échos faibles et fluctuants qui envahissent nos écrans, sans oublier les anges malicieux. C'est ainsi que des dizaines d'yeux, soit rivés sur les scopes, soit cachés derrière les jumelles de la passerelle, participent à l'élaboration des manœuvres d'évitage de plus en plus fréquentes. Et puis dans ce contexte, je fais une découverte. Un écho bien visible sur notre avant se déplace et se rapproche avec un CPA nul. Autrement dit, il a une route de collision. La veille optique ne relève pourtant aucun bateau dans l'azimut indiqué, mais en y regardant de plus près, il y aurait un banc de dauphins dans cette direction. La chose se confirme. À la surface de l'eau, aussi plate que celle d'un lac, les vaguelettes provoquées par les sauts groupés des cétacés apparaissent à l'écran comme le ferait un retour de mer. C'est du moins la seule explication plausible. Si de jour nous nous en sortons bien, il n'en va pas de même après le coucher du soleil. L'éclairage des embarcations, quand il existe, ne répond pas forcément aux normes internationales. Nos radars et leurs servants sont naturellement davantage sollicités, ceci afin d'assurer la bonne conduite et la sécurité du navire. La vitesse réduite à laquelle nous progressons limite aussi les risques. Dans la moiteur d'une de ces nuits, où seul le vent relatif créé par le déplacement du doudard de l'agré rafraîchit le pont, je suis accoudé sur les filières garde-corps, je regarde longtemps ces lointaines lueurs rouges qui, par-delà l'horizon, révèlent la présence d'un feu intense, certainement un volcan en activité. Je pense alors que j'ai beaucoup de chance d'être ici et de voir tout ça. Le 3 novembre 1967, le doudard de l'agré se présente devant Jakarta. Des petites embarcations de toutes sortes, mêlées aux navires de taille plus imposante, encombrent le domaine maritime. Sur de grandes surfaces et assez loin en mer,
des pieux dont j'ignore la fonction émergent des eaux chargées de terre. Le paysage est terne, la cité au loin semble aplatie, seuls quelques édifices dépassent nettement l'ensemble. Nous sommes dirigés vers le port de Tanjung Priok, assez loin semble-t-il du cœur de la ville. Les bassins sont sales et le désordre règne sur les quais encombrés, sauf sur le nôtre. De nombreux militaires en uniforme d'hiver circulent avec leurs armes en bandoulière ou à la bretelle. Certains se déplacent nonchalamment et seuls, comme s'ils rentraient chez eux. D'autres profitent du spectacle qu'offre notre arrivée, toujours armés et d'apparence débonnaire. La feuille de service diffusée hier nous a fourni, en plus des inévitables conseils d'escale, des explications sur la situation politique du pays. En fait, cette omniprésence militaire se justifie par une récente crise interne. Le président Sukarno, en fonction depuis 1945, a dû céder le pouvoir l'an passé au général Suharto, après ce qui semble bien avoir été un coup d'État. Des chars achetés à la France auraient joué un rôle non négligeable dans cette affaire. À peine à quai, l'équipe de quart à la coupée dont je fais partie se trouve confrontée à ces soldats dont certains gravissent sans complexe la coupée et tentent très gentiment du reste d'obtenir une autorisation de visite. Ils cherchent aussi à acquérir des articles de la coopérative, en particulier des cigarettes. Je suis surpris lorsque l'on me demande des Gauloises. Habituellement, ce sont des blondes, anglaises ou américaines, qui ont la faveur. Mais là, nos tiges de huit sont, je cite, « good cigarette, because strong, very strong ». L'aviso-escorteur amiral Charner, qui nous a précédés ici, a très certainement participé à la promotion de ce tabac, rarement connu hors de l'Hexagone. Je donne donc mon paquet de cigarettes brunes à l'un de mes interlocuteurs et j'explique que pour en obtenir plus, il faut attendre l'ouverture du store, du magasin, de la coopérative si vous voulez. En échange de ce geste, je suis invité à fumer une cigarette au clou de girofle. J'ignorais qu'une telle chose pouvait exister, alors c'est la curiosité qui m'incite à tester le produit. Ces cigarettes, c'est tout, sauf agréable, mais poliment, je feins d'apprécier. J'ai plus de mal à retenir ma toux, car cette fumée est terriblement agressive. Je passe tout mon quart à parler dans un anglais approximatif avec ces braves gens si curieux. Ils évaluent notre situation et nos moyens d'existence pour les comparer aux leurs. Ils s'intéressent au bateau, à son armement, sa destination, ses activités et bien d'autres choses encore. J'apprends ainsi que l'inflation monétaire dévore leur pouvoir d'achat, que les soldes ne suivent plus, mais qu'en contrepartie, ils ont des facilités pour obtenir à bas prix des produits alimentaires. Mon allocation en devises pour l'escale s'élève à 2000 roupies. Elle correspond à 1 mois de solde d'un capitaine de l'armée indonésienne, alors bien sûr, ça les fait rêver. On me dit aussi que le pays n'a pas encore réalisé son unité. Il reste des foyers de résistance en Irian, la partie nord-ouest de la Nouvelle-Guinée, où des troupes d'élite se battent encore. Si j'ai bien compris, même ici, il y aurait pour les civils des restrictions sur les libertés de circuler. J'obtiens également quelques informations sur les bons coins en ville. C'est simple, il se trouve au centre. Il y a un quartier moderne avec magasins, restaurants et autre chose. Finalement, peu de choses à les entendre. Par contre, on me recommande les endroits que la feuille de service déconseille. Je verrai donc demain. Me voici donc le lendemain matin sur le quai, assailli comme les copains par les propriétaires de cyclopouses plus nombreux que les clients. Les négociations sur le prix de la course une fois terminées, les véhicules s'ébranlent en groupe vers Jakarta. Certains font la course, stimulés par la prime qui leur est parfois proposée pour arriver en premier. On assiste aussi à des permutations entre passagers et pilotes. Les pompons rouges aux pédaliers font bien rire sur leur passage. Moi je me contente de la vitesse choisie par mon driver et je reste là où je dois être, c'est-à-dire à l'avant, afin de ne rien perdre du parcours
et de remplir ainsi la boîte à souvenirs. Partout, je vois des soldats circulant principalement à pied et de manière autonome. Le seul vrai groupe rencontré se déployait autour d'une chicane de chevaux de frise, garnie de barbelés, érigée en limite du port. Dans le quartier aux maisons délabrées et aux rues défoncées où je circule maintenant, nous croisons davantage d'habitants en civil. Des hommes souvent coiffés du calot noir en forme de casserole, à la Saucarno, et aussi des femmes vêtues de robes longues et serrées. Les vêtements à l'européenne ont aussi largement la faveur des promeneurs. Les enfants, en quête de quelques pièces, courent autour du cyclopousse, la main tendue, paume vers le haut, et un large sourire aux lèvres. Sourire qui s'estompe quand le conducteur du tricycle les écarte avec autorité. À cet endroit, je vois peu d'automobiles, mais celles rencontrées se manifestent bruyamment, tellement elles ont des difficultés à se frayer un passage. Nous côtoyons un moment, presque à le toucher, un train qui circule lentement en cahotant entre route et bidonville. Les passagers ont trouvé place sur le toit des wagons d'un autre âge pour échapper à la surcharge des compartiments. Enfin, nous arrivons sur cet îlot de modernisme que l'on nous avait conseillé. Il n'y a pourtant rien d'extraordinaire ici, mais nous trouvons dans ce quartier l'essentiel recherché par un voyageur. J'y fais l'acquisition de cartes postales et de timbres, et puis aussi d'une collection d'enveloppes postales revêtues d'un tampon premier jour d'émission, et aussi d'une sorte de dague dont la lame rustique, forgée à la main, provient de l'une des lames de ressort de la suspension d'un camion ferraillé. C'est sans regret que je termine ma soirée à bord. Pourtant, à en croire les récits de mes collègues qui hier étaient embordés, ils se sont amusés sans aller bien loin. Dans l'après-midi du lendemain, nous décidons, 3 copains que nous sommes, de vérifier la réalité des tuyaux recueillis la veille. Nous ne quittons pas Tanjung Priok. Hélas, encore hélas, car faute d'endroits intéressants à découvrir ici, ce sont les bars que nous visitons. Ils sont tous plus sordides les uns que les autres, alors comme souvent en escale, c'est là où nous rencontrons d'autres pompons rouges, en l'occurrence au radio-bar. Et c'est au radio-bar que nous nous fixons, c'est sécurisant et puis il fait partie de ceux qui nous ont été recommandés. L'établissement très ouvert sur l'extérieur fait penser à nos bars tahitiens, mais là s'arrête la comparaison. On y trouve des filles sans âge ni beauté, debout, sinon attablées devant un verre, aux côtés des marins. Le mobilier est pauvre, laid, comme l'ensemble de la boutique. Devant la carte réduite des boissons, mon choix s'arrête sur un Coca-Cola, servi tout de même avec de la glace. Je comprends mal ce qui ici a pu séduire nos conseillers de la veille. Nous restons pourtant un long moment à rire et à discuter, jusqu'au moment où une voix féminine entame dans un français parfaitement compréhensible la chanson « Le temps des cerises ». Imaginez ma surprise. Si loin de chez nous, dans ce quartier, dans cet endroit où la culture ne fait pas vraiment recette. Je n'ai jamais prêté attention aux anciennes mélodies, pourtant là, j'écoute ce chant remarquablement interprété par une voix juste et agréable. J'en découvre toutes les paroles, bien apprises et dites presque sans accent. L'artiste est une dame d'une 40aine d'années. Elle porte sur un seul bras une fillette vêtue comme elle d'une robe traditionnelle. Sa main libre, tendue vers les clients, recueille quelques pièces confiées ensuite à l'enfant. Et par une poignée de main chaleureuse, elle remercie chacun d'entre eux. J'ai vite remarqué en l'observant l'infirmité dont souffre cette femme. Il lui manque une main au bras porteur. Lorsque sa quête la conduit jusqu'à notre table, je découvre aussi un visage par endroits boursouflé, légèrement décoloré, abîmé par je ne sais quel mal. Comme à Tahiti, lors d'une rencontre similaire, j'ai du mal à cacher ma répulsion, cette maladie pour moi est un cauchemar. Je tends néanmoins la substantielle au bol que j'avais préparé, et paniqué, je tente par tous les moyens décents d'échapper à la poignée de main. Rien n'y fait. Je crois même que ma générosité me vaut
une manifestation de gratitude particulièrement longue. Je me rassure en l'imaginant que cette personne, une fois guérie, est revenue à la vie normale. Je note aussi que, en dehors du texte de la chanson, cette dame ne connaît aucun mot de français.